Dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert. Merci Antoine Mercier et vous restez surtout avec nous, on est ensemble jusqu'à 13h30. Heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de la grande table. Convoquer le passé peut-il aider à comprendre l'inédit? C'est la question posée par le nouveau FN, un court essai qui vient de sortir au Seuil, collection La République des idées, à l'heure où Marine Le Pen fait sa rentrée politique. Libre et prête à occuper la fonction suprême, voilà en substance le message délivré ce week-end à Brachet. À 8 mois de l'élection présidentielle, la nouvelle femme forte du Front National a ébauché sa stratégie et détaillé son agenda. L'école, l'économie, la sécurité, le vivre ensemble d'ici le 22 septembre. Elle déclinera 7 grandes conventions thématiques à partir du 22. Son programme ni droite ni gauche, ses accents patriotiques, son virage social, doivent-ils être considérés comme surprenants? C'est une des questions qu'on va poser à notre invité, l'historien Grégoire Kaufmann, enseignant à Sciences Po. Après une biographie d'Édouard Drummond et une anthologie des rebelles, il s'attaque en cette rentrée à la dynamique frontiste en tentant d'appréhender ses continuités idéologiques, ses filiations, l'héritage de plusieurs générations. Une traçabilité qui n'explique pas tout, mais qui montre que la montée en puissance de Marine Le Pen ne se résume pas, comme on l'a trop souvent dit, à une stratégie de dédiabolisation. Grégoire Kaufmann, bonjour. Bonjour. Au préalable, la traditionnelle question que nous posons à nos invités dans cette deuxième partie de la grande table, comment allons-nous ? En cette rentrée, c'est plutôt l'incertitude qui prédomine sur le plan du contexte politique. À titre personnel, on peut considérer que des éléments d'inquiétude peuvent surgir en fait de cette incertitude et des grandes peurs collectives, en partie réactivées sous le feu croisé des néopopulismes européens qui menacent le vivre ensemble. Donc l'historien que vous êtes, le citoyen, est plutôt inquiet en cette rentrée. En partie. C'est le beau. Bon, votre essai se propose, Grégoire Kaufmann, d'offrir une nouvelle grille d'interprétation du phénomène frontiste pour comprendre quel est le bagage politique de Marine Le Pen. Pourquoi cette mise au point, aujourd'hui, vous semblait-elle nécessaire ? Ce qui m'a semblé intéressant, c'était d'étudier le discours du nouveau Front National, enfin ce prétendu discours qui trancherait avec ce qu'on avait connu durant les décennies précédentes sous la direction de Jean-Marie Le Pen, et de revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire de décrypter les généalogies croisées de ce parti qui fait cohabiter des tendances extrêmement diverses au prix de contradictions souvent insurmontables. Le Front National étant aujourd'hui une sorte de millefeuille idéologique qui prospère sur les grandes angoisses collectives et qui réactive certains éléments très anciens qui remontent selon moi au 19e siècle, sachant évidemment que ces éléments de comparaison, moi j'ai essayé de les décrypter en posant évidemment des garde-fous. Il s'agit de mettre en avant des ressemblances qui sont jamais des similitudes ni des reproductions à l'identique. Le Front National agrège toutes ces traditions. Vous dites que c'est un des écueils qu'il vous fallait éviter. Vous vous référez notamment à Pierre-André Taguieff sur ce point qui met en garde contre les reconstitutions de filiation. Elles ne sont jamais exactes. Et l'écueil serait de trop vouloir faire entrer le Front National dans une grille de lecture unique. Et on va voir, effectivement, il y a beaucoup de contradictions et d'approches multiples qui viennent se mêler aujourd'hui dans ce programme, dans cette stratégie du Front National. Juste un petit effort de terminologie ou de titrage peut-être pour commencer, pour reprendre le titre de votre ouvrage. De quand date le nouveau FN ? Alors, on pourrait considérer que 2011, c'est l'année de la césure, de la rupture. Janvier 2011, Marine Le Pen est élue à la présidence du Front National et va poser les jalons d'un discours en partie nouveau, mais ce discours est aussi ancien. Alors, par rapport au temps court, il faut savoir que déjà, au mi-temps des années 2000, les éléments de discours qu'on va retrouver au sein du nouveau FN, eh bien, on les voit déjà apparaître précisément sous l'influence de Marine Le Pen, avec le slogan ni droite ni gauche, qui est réactivé à ce moment-là, et qui date d'ailleurs des années 1990, mais Marine Le Pen va s'approprier ce slogan ni droite ni gauche, qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'il renvoie une longue histoire. La fibre étatiste, un peu socialisante, que l'on voit aujourd'hui surgir dans le discours du nouveau Front National, eh bien, elle apparaissait déjà avant 2011. Donc Marine Le Pen va systématiser un discours déjà ancien, et elle va s'adjoindre également les conseils à ce moment-là de quelqu'un qui va exercer une influence décisive au sein du Front National,
qui est à l'époque encore dans l'ombre, mais qui commence à donner des notes à Marine Le Pen. Il s'agit évidemment de Florian Philippot. Et de cette rencontre va surgir en fait ce qu'on peut considérer comme un néo-populisme avec évidemment des éléments de contradiction, puisque le grand problème pour Marine Le Pen va être de s'arracher à un passé qui ne passe pas et dont elle est en partie toujours tributaire, d'où un exercice un petit peu schizophrénique dans la présentation de son programme politique et encore une fois, c'est ces contradictions persistantes. Le vrai changement de cap, vous le datez, il remonte pour vous à 95, au 16 juillet 95, au jour d'ouverture à l'université d'été du Front National de la jeunesse, avec effectivement le lancement de ce slogan ni droite ni gauche. Antoine Mercier. Oui, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit bien on savait que le Front National, ancienne manière, avait des filiations avec la droite, l'histoire de la droite en France, l'extrême droite. Mais ce que vous nous montrez, c'est comment, y compris la mutation que le Front National a opérée depuis cette date, est également va aussi tirer certaines ficelles, certaines sources du passé de la droite ou de ce qui était le populisme jadis. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser où va chercher, comment relier une nouvelle fois le Front National d'aujourd'hui, le nouveau Front National, à également des notions ou des références historiques concernant la droite, et je pense notamment au boulangisme dont vous parlez beaucoup dans le livre. Enfin, voilà, c'est intéressant pourquoi dans ce nouveau Front National, en fait, on voit réapparaître des éléments de discours qui sont bien antérieurs en fait au Front National de Jean-Marie Le Pen, qui remonte au 19e siècle. Notamment ce discours jacobin, ce jacobinisme défensif, ce jacobinisme d'exclusion que l'on observe aujourd'hui dans la rhétorique du Front National, et il y a aussi la réappropriation de l'héritage républicain. L'appel à une république pure et dure, anti-parlementaire, très méfiante à l'égard du parlementarisme, avec cet élément d'autorité qui est très très fort et dont on observe les prémices déjà au 19e siècle au sein des petites chapelles pré-marxistes ou anti-marxistes qui prospèrent un petit peu à cette époque. Précisément. Je veux parler par exemple évidemment de théoriciens comme Alphonse Toussenel ou même Proudhon. On voit déjà cette méfiance à l'égard du parlementarisme, on voit ces petites chapelles socialistes nationales qui essaiment à cette époque et qui sont très hostiles à l'internationalisme marxiste et qui vont s'opposer au marxisme en développant un discours patriote, égalitaire, social, avec des éléments de démagogie qui sont déjà très présents à ce moment-là. Et cette tendance maximaliste qui est d'ailleurs qui fait partie de la tradition républicaine. On a souvent tendance à considérer que le Front National est hors République, mais le nouveau FN fait surgir précisément des éléments de discours qui appartiennent à la tradition républicaine. Et ce jacobinisme d'exclusion, il date presque de la terreur. On voit déjà au moment de la terreur sous la Révolution française la hantise de l'ennemi intérieur, l'obsession des traîtres et cette idée de la patrie en danger. On va avoir donc cette idéologie qui va essaimer au 19e siècle et qui va s'exprimer notamment dans le phénomène boulangisme dans les années 1880. Et là, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'on regarde, moi j'ai vraiment étudié de près les textes de propagande boulangiste à la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Et lorsqu'on compare avec la terminologie employée aujourd'hui par le Front National, les arguments mobilisés, on a vraiment parfois une impression de copier-coller. C'est-à-dire que on retrouve évidemment cette même hantise, cette hantise de la décadence, cette vision crépusculaire de la modernité, cet antilibéralisme obsessionnel et cette évocation de la République. De la République qui serait trahie par ses élites, corrompues, qui serait souillée par le régime parlementaire. Et on retrouve également cet appel à la démocratie directe. C'est un élément qu'on trouve dans le boulangisme et qui est aujourd'hui au cœur du projet du Front National, puisqu'on voit que Marine Le Pen en appelle elle-même à la démocratie directe. C'est-à-dire que les représentants élus, selon elle, sont toujours soupçonnés de trahir l'intérêt général au bénéfice des intérêts particuliers. Elle en appelle donc à une république référendaire, plébiscitaire, et qu'on l'on retrouve et qui était également au cœur du phénomène boulangiste, qui, je le rappelle, est un phénomène qui naît à gauche. C'est-à-dire que les boulangistes, au début, viennent de l'extrême gauche radicale. Et encore une fois, c'est un phénomène qui concerne la tradition républicaine. On n'est pas hors république avec le boulangisme. On est initialement, en tout cas, dans les premiers mois du boulangisme, on est dans un phénomène républicain autoritaire. On va faire un retour aux sources, effectivement, du discours du Front National Grégoire Kaufmann, mais juste une question peut-être un peu moins savante pour comprendre. À partir du moment où il y a un nouveau FN, est-ce qu'il y avait un ancien FN ? Est-ce qu'il y a un vieux FN ? Alors déjà, le FN, c'est une très longue histoire lorsque le phénomène frontiste surgit sur la scène électorale lors des élections présidentielles de 1974, il y a évidemment quelque chose d'intéressant, c'est qu'au début, ce parti est créé par les jeunes néofascistes du mouvement Ordre Nouveau. Donc l'ancien FN
initialement, c'est un mouvement néofasciste. C'est un mouvement qui est créé par les néofascistes du mouvement Ordre Nouveau qui cherchent un petit peu à ravaler la façade, à passer à l'âge adulte et qui vont aller chercher pour les représenter un personnage qui à l'époque est considéré comme un personnage présentable, enfin un peu tonitruant, mais en tout cas respectable, susceptible de jouer le jeu parlementaire. Et ce personnage, c'est Jean-Marie Le Pen. Le grand paradoxe de cette histoire-là, c'est que le Front National a été créé sur une volonté de désenclavement du nationalisme, une volonté de respectabiliser l'image du Front National, de le dédiaboliser, même si le terme, évidemment, à l'époque n'est pas encore utilisé. Et ces jeunes néofascistes du mouvement Ordre Nouveau vont aller chercher qui pour dédiaboliser le Front National? Précisément Jean-Marie Le Pen, qui paradoxalement allait se faire 40 ans durant l'artisan de la diabolisation du Front National et de sa démonisation avec cette volonté chez lui, bien évidemment, de saper ses propres efforts. Mais même sous Jean-Marie Le Pen, il y a eu plusieurs Front National. Il n'y a pas eu une tendance, une ligne politique, idéologique qui était claire et nette. Lui-même a pas mal évolué. Donc avant le nouveau Front National dont on parle maintenant, il y a eu des Fronts National. Oui, alors initialement, on peut dire que quand Jean-Marie Le Pen s'empare du parti dans les années 70, eh bien, il va prospérer sur un discours très libéral en économie. Il était le Reagan français. Il se revendique de la droite nationale. Donc aujourd'hui, à l'époque, c'est le premier parti qui se revendique de droite. Il faut savoir que dans les années 70, c'est un terme qui est pas volontiers assumé par les autres partis. Et Jean-Marie Le Pen, dans les années 70, il dit moi je suis la droite nationale, et c'est le seul à le faire à ce moment-là. Donc il prétend camper une droite musclée, une droite qui s'assume comme telle, une droite décomplexée. Ce discours va prospérer au cours de la décennie des années 1980, et la grande césure, c'est précisément, vous en parliez, ces journées du Front National de la jeunesse en 1995, au moment où, évidemment, on est dans un contexte post-guerre froide, et puis les affrontements idéologiques que l'on a connus dans les décennies antérieures, sont en train de s'effriter, ce sont plus les mêmes. Et dans cette période de recadrage, Jean-Marie Le Pen va tenter de se définir comme ni droite ni gauche, c'est-à-dire qu'il va à ce moment-là essayer de rompre avec l'aspect programmatique de droite pour essayer de fédérer. Et puis c'est au moment où le Front National commence à vraiment progresser au sein de l'électorat ouvrier. Il va tenter de capter aussi les déçus du Parti communiste et du Parti socialiste dans ces années 90 qui sont aussi des années de grande incertitude. L'historien Grégoire Kaufmann est notre invité. Antoine Mercier, si vous voulez bien tous les deux, on va peut-être essayer de s'appuyer sur trois exemples concrets, trois thématiques récurrentes aujourd'hui du discours du Front National. Samedi, à Brachet, la présidente du Front, a répété trois de ses angles d'attaque et a commencé par la mondialisation sauvage, tout d'abord. La mondialisation sauvage, que d'aucuns annonçaient heureuse, et qui, nous le prédisions, allait devenir un cauchemar, source effroyable d'inégalités entre les hommes et entre les territoires, ou encore la dérégulation, vous savez, l'obsession des ultralibéraux intoxiqués par la doxa de l'Union européenne, aboutissant au chômage de masse, au salaire de misère, aux petites retraites, à la destruction du service public, à la précarisation généralisée, jusqu'à cette fameuse loi El Khomri qui enlève tant aux salariés sans rien donner aux entreprises. Marine Le Pen opposée à la mondialisation, Marine Le Pen opposée au libéralisme sauvage. Alors là, ça la distingue vraiment des propos que pouvait tenir son père encore dans les années 80-90. Tout à fait, on est vraiment dans la ligne philippotiste, c'est-à-dire celle du néo-FN. Le clivage ne passerait plus par évidemment la droite, la gauche, mais par la distinction entre patriotes et mondialistes. Un schéma de lecture très manichéen que Marine Le Pen applique à toute l'actualité politique. C'est-à-dire, on est dans un camp ou dans un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de passerelle entre les deux. Il y aurait en gros les patriotes et puis les mondialistes qui seraient les bobos du centre des villes, adaptés à un horizon de mobilité, adaptés à la modernité libérale. Et puis les autres, il y a là donc cette dualité que l'on voit bien surgir et qui date de 2011. Je veux dire, elle tenait exactement les mêmes termes lors de son grand discours tenu au Congrès de Tours en janvier 2011, lors de son premier discours en tant que présidente du Front National. Elle n'a pas évolué depuis cette époque-là. Il s'agit des mêmes éléments de langage. Oui, mais justement, votre livre fait des filiations sur tous les thèmes du Front National. Cette histoire de patriotisme contre le mondialisme, c'est aussi un thème récurrent à droite, et pas seulement forcément à droite, d'ailleurs, parfois aussi à gauche, contre la finance internationale, etc. Oui, tout à fait, mais Vous pouvez nous redonner une filiation de cela? C'est-à-dire qu'il y a évidemment au sein de la gauche républicaine ou de l'extrême gauche ou bien d'une tendance socialiste
anticapitaliste, comme je le disais, le plus souvent assez anti-marxiste, eh bien, il y a déjà cette dénonciation de la finance, du capitalisme transnational, des féodalités, des puissances d'argent, de la finance anonyme et vagabonde. Là, on est dans un terreau historique assez identifiable, que Marine Le Pen se réapproprie, mais encore une fois, c'est une terminologie qui va cohabiter avec d'autres traditions, d'où le côté un peu bricolage de toute cet aspect programmatique du Front National. Mais ce qui est quand même relativement nouveau, c'est que là, il y a vraiment un discours antilibéral et très anticapitaliste, totalement assumé par la nouvelle présidence du Front. Vous incitez d'ailleurs longuement sur le virage social entamé par Marine Le Pen quand son père avait adopté une ligne conservatrice, antimoderne et néolibérale. Alors est-ce que l'affirmation ni droite ni gauche aujourd'hui vous semble plus fondée? Est-ce que le Front National est un parti de gauche désormais? Alors sur le plan économique, évidemment, on pourrait trouver des éléments de similitude avec, par exemple, le programme de Mélenchon, mais encore une fois, c'est un petit peu différent. Il faut savoir que le Front National valorise avant tout l'attachement. Nicolas Dupont-Aignan dans le journal d'Antoine Mercier mettre effectivement un peu tout le monde dans le même bateau. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et lui-même. Oui, enfin, c'est-à-dire que du point de vue du Front National, il y a quand même cette sacralisation de l'identité qui, au-delà du slogan ni droite ni gauche, la sacralisation de l'identité nationale, cette crispation identitaire fait vraiment la différence avec les autres partis. Et fait qu'on peut encore s'interroger sur le point de savoir si le Front National est toujours un parti d'extrême droite? Alors là, par rapport à la terminologie, c'est vrai que moi le terme d'extrême droite me gêne un petit peu parce qu'il a toujours été utilisé par le Front National pour se victimiser. Donc finalement, il me semble pas tout à fait approprié. Moi, je préfère parler de nouveaux populistes, de néo-populisme. Oui, mais ça aussi, ça va servir au Front National pour se victimiser. Vous nous traitez de populistes. C'est-à-dire que là, c'est intéressant parce qu'on arrive à un problème de fond. Comment se comporter par rapport au Front National? Si on donne un terme péjoratif, il va s'en servir pour justement lutter contre une supposée diabolisation. Et si on utilise un terme plus anodin, eh bien, on banalise la chose. Quelle est votre position là-dessus? Le terme de populiste est moins stigmatisant que celui d'extrême droite, qui est une sorte de tache indélébile et le Front National vous allez leur dire qu'ils sont populistes, ils vont vous dire non. Comment? Ils vont pas accepter. Il me semble, alors à vérifier, mais qu'au contraire, certains cas du Front National, sembleraient prêts à assumer cette épithète de populiste. Donc encore une fois, c'est moins stigmatisant. Partons sur une autre idée, si vous voulez bien, dans la bouche de Marine Le Pen. Intégration devient assimilation. Notre conception de la nation n'est pas fermée, mais elle est exigeante, parce qu'elle suppose parfois certains renoncements pour se fondre dans un même et fraternel ensemble. Notre modèle à nous est celui de l'assimilation, qui fait obligation aux nouveaux Français de se plier aux règles de vie de la communauté nationale qui les accueille, d'abandonner certaines allégeances incompatibles, de se fondre par leur comportement et leurs valeurs dans le creuset national. Condition incontournable pour s'épanouir dans ce magnifique projet toujours renouvelé que constitue la nation française. Et Marine Le Pen de proposer l'apaisement par l'autorité Grégoire Kaufmann. Est-ce que ce thème-là est vraiment nouveau? Dans ce discours, ce qui me semble intéressant, elle parle de communauté nationale. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen ne cesse de dénoncer le communautarisme. Ça aussi, c'est un élément un peu nouveau depuis 2011. Le multiculturalisme, le communautarisme est devenu pour elle synonyme en fait de l'ennemi politique à abattre. Et alors, lorsqu'on écoute ce discours, de quoi s'agit-il sinon d'un communautarisme majoritaire? Il s'agit de ça en fait. C'est-à-dire que Marine Le Pen est communautariste, alors qu'elle voudrait prétendre dénoncer précisément le phénomène communautariste. Elle nous parle d'une France ouverte, mais lorsqu'on lit ses discours et son programme, il s'agit en fait d'une définition assez cloisonnée de l'identité nationale. On observe également chez elle le passage d'un racisme inégalitaire qui était celui de Jean-Marie Le Pen et celui de l'extrême droite traditionnelle à un néo-différentialisme culturel qui rejoint d'ailleurs ce discours communautariste majoritaire. Il y a chez Marine Le Pen non
non pas la volonté de dénoncer les étrangers en tant que tels, mais de dénoncer les étrangers en raison de leur mode de vie. Lorsqu'elle dit, par exemple, moi, lorsque je suis, j'adore aller à Rabat, j'aime Rabat, les couleurs de cette ville, j'aime le Maroc et j'aime sa culture, mais quand je suis à Beaucaire, j'ai pas envie de me sentir à Rabat. C'est exactement ça, en fait, la nouvelle terminologie du Front National. On va pas stigmatiser l'autre en raison d'origine raciale ou ethnique, on va valoriser la différence. Et on le garde avec l'optique aussi d'assimilation. Alors potentielle, évidemment, qui fait que l'on change, qui n'est plus une assignation à une essence qui serait forcément rejetée. C'est un petit peu ça, exactement. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau dans le discours du Front National. C'est-à-dire que pour vous, le Front National aujourd'hui n'est plus complètement raciste, n'est plus antisémite, n'est plus fasciste? Alors, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a banni toute référence à la pensée raciale aujourd'hui, tandis que son père, on le sait, a plusieurs fois été condamné pour y avoir cédé. Antisémite, non, il n'y a aucun élément qui montrerait que Marine Le Pen est antisémite aujourd'hui. Il n'y a pas un discours antisémite dans son parti. Pareil, par rapport, en fait, à l'homophobie, longtemps, le Front National a été considéré comme un parti homophobe, etc., ou anti-républicain. Pareil, en fait, là, il n'y a aucun élément qui pourrait laisser penser que Marine Le Pen est homophobe, antisémite, raciste, anti-républicaine, anti-laïque. Bien au contraire, elle se réapproprie tous ces éléments et transforme les armes traditionnellement mobilisées par ses adversaires pour dénoncer l'ennemi numéro 1, c'est-à-dire l'islamisme, le fondamentalisme, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, on l'a vu dans son discours hier à Brest, va défendre le droit des femmes, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'islam. Je veux dire, il y a cette volonté de réappropriation de thèmes jadis défendus par les adversaires du Front National, et Marine Le Pen se réapproprie ces termes, défense de la République, défense du droit des femmes, etc., pour dénoncer l'ennemi aujourd'hui numéro 1, c'est-à-dire l'islamisme. Juste sur ce point du racisme et de la xénophobie, vous n'êtes pas d'accord là-dessus avec tous vos confrères. Je pense notamment à la politologue Nona Meyer, un spécialiste du Front National, qui, en s'appuyant sur un sondage qui avait été effectué par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, montrait que le Front National aujourd'hui avait peut-être lissé son discours sur ces points-là, mais que dans les têtes, dans les intentions, il y avait toujours du racisme, de la xénophobie, et elle parle, elle, d'un mythe de la dédiabolisation. Justement, Nona Meyer, je suis pas du tout en désaccord avec elle. Elle montre bien que le discours a changé. Nona Meyer montre bien, en s'appuyant sur des enquêtes d'opinion très précises, que si le Front National prétend ne plus être antisémite, en revanche, c'est bien parmi ses électeurs qu'on compte le plus d'antisémites. C'est-à-dire que les électeurs du Front National sont aujourd'hui antisémites que ceux de tous les autres partis. Idem pour le racisme, etc. Donc il y a le discours, et puis il y a aussi ce que pensent les sympathisants et ce que pensent les électeurs du Front National. En tout cas, il y a un nouvel ennemi aujourd'hui pour le Front National, et c'est l'islam. Le problème de l'immigration de masse, qui avec la complicité de l'Union européenne devient jour après jour une véritable submersion. La montée du fondamentalisme islamiste que j'analysais dès 2008 en un nouveau totalitarisme du XXIe siècle. La laïcité, le communautarisme, la question des frontières. Souvenez-vous, en 2012, je demandais combien de Mohamed Merah parmi les migrants sous les huées du système. Grégoire Kaufmann. Intéressant, puisque dès 2008, elle aurait dénoncé le fondamentalisme islamique. D'accord. Ce qui est intéressant, et pourquoi elle l'a pas fait avant? C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a senti que là, il y avait peut-être une carte à jouer. Elle n'était pas née politiquement avant. Non, parce que dans les années 2000, elle s'est déjà militante, et justement, on voit que le Front National de cette époque est très très méfiant par rapport aux attaques visant l'islam et l'islamisme. Et en fait, Marine Le Pen va se convertir à ce discours au nom de la défense de la laïcité assez tardivement, 2008-2009. Et là, vous dites par Bruno Maigret notamment. Tandis qu'avant, et voilà, c'est comme souvent, je considère que Marine Le Pen est peut-être la meilleure élève, non pas de son propre père Jean-Marie Le Pen, mais de Bruno Maigret. C'est-à-dire que celui qui avait compris qu'il y avait peut-être une carte à jouer et peut-être quelque chose de fédérateur par rapport aux différentes chapelles de l'extrême droite, c'était justement la lutte contre l'islam au nom de la défense de la laïcité et des idéaux républicains prétendument menacé par un nouveau totalitarisme qui serait l'islam, eh bien, dès 1999, Bruno Maigret, lorsqu'il quitte le Front National, on se rappelle de cette lutte fratricide entre Jean-Marie Le Pen et le félon Maigret, eh bien, dès cette époque-là, Bruno Maigret va attaquer l'islam. Lorsqu'on lit son discours, ce que ne faisait pas Jean-Marie Le Pen. Ce que ne faisait absolument pas Jean-Marie Le Pen à cette époque-là, puisque pour Jean-Marie Le Pen, il était tributaire d'une vision un petit peu paternaliste de l'islam. Pour lui, l'islam, c'était plutôt une religion émolliente, susceptible,
dans les quartiers de constituer un élément, enfin d'ordre, de stabilité, et dénoncer l'immigration évidemment, mais très peu l'islam. Même si à la fin des années 1980, il avait quand même un peu essayé de le faire, mais c'est pas du tout son fonds de commerce à ce moment-là. Et c'est Marine Le Pen, à la fin des années 2000, va s'engouffrer vraiment dans ce discours anti-islam. C'est intéressant car on observe à ce moment-là qu'elle va s'entourer de plus en plus d'anciens disciples de Bruno Maigret qui sont encore à ses côtés aujourd'hui, qui ont un discours, qui ont une influence décisive au sein du Front National. Je veux parler par exemple de Nicolas Bay, de Steve Briois, qui sont d'anciens disciples de Bruno Maigret et qui vont revenir au Front National précisément à ce moment-là où on passe cette séquence importante où on passe du discours anti-immigration et anti-islam à anti-islam. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Le Front National est-il encore un parti républicain? Ça, c'est un mot que vous avez beaucoup employé jusqu'ici. Grégoire Kaufmann, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 pour votre essai. Le nouveau FN qui vient de paraître au Seuil dans la collection La République des idées. On se souvient quand même des mots assez critiques sur la République de Marion Maréchal Le Pen, qui s'était dit une fois saoulée par les valeurs de la République, qui avait dit ne pas comprendre cette obsession pour la République, qu'après tout la République ne prime pas sur la France. Or, ce mot de République est quand même très présent dans le discours de Marine Le Pen. Est-ce qu'il suffit de faire appel à la République un peu à tout bout de champ pour être républicain? Selon quelle définition? On peut considérer que Marine Le Pen s'inscrit dans la tradition républicaine, mais dans quelle tradition républicaine? C'est-à-dire elle exhume une tradition républicaine moins universaliste, moins libérale, moins tolérante, moins ouverte à la différence et à la diversité qu'une autre tradition. Donc il y a peut-être, il serait peut-être bon de s'interroger sur tous les mauvais génies de la République que charrie aujourd'hui le discours frontiste, plutôt que de le considérer comme étant hors République. Peut-être que c'est un problème interne à la République et que peut-être que le Front National est encore plus dangereux précisément parce qu'il s'inscrit au sein de la républication, de l'idéologie républicaine. Il est peut-être un peu une vipère dans son sein. Justement, quand même, là, c'est tout le problème de votre position, parce que d'un côté, vous nous dites, finalement, le Front National, c'est pas l'extrême droite, ils sont plus racistes, en tout cas dans les propos, il y a plus d'antisémitisme, etc., etc. Donc, la dédiabolisation a fonctionné. D'un autre côté, vous nous dites, non, mais attention, parce que tout ce qu'ils font, il y a des racines, précisément, dans votre recherche historique, vous retrouvez des filiations pour nous dire, c'est quand même de l'extrême droite, c'est quand même des propos plus ou moins suspect par rapport au racisme, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour conclure au bout du compte? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Lorsqu'on lit certains discours de propagande socialiste au XIXe siècle, ce sont des républicains qui s'assument comme tels et qui pourtant développent des théories racistes. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en conclut par rapport à ce qu'est le Front National? Justement, vous nous dites qu'il y a plus d'apparence. Il fait cohabiter des traditions très différentes. Et vous venez de souligner, par exemple, les propos de Marion Maréchal Le Pen. C'est intéressant car on a d'un côté ni droite ni gauche avec Florent Philippot, et puis d'un autre côté il y a Marion Maréchal Le Pen qui nous dit moi je suis pas du tout ni droite ni gauche, je suis la droite nationale. Elle renoue d'ailleurs en partie avec les positions qui étaient celles de son père dans les années 1980. On va cohabiter comme ça des tendances assez incompatibles, d'où la fragilité, je pense aussi du programme de ce parti, puisque il va falloir s'accorder sur des choses qui quand même sont très différentes, ni droite ni gauche d'un côté, droite nationale de l'autre. Ça pose quand même un problème. On a aussi du côté de Marion Maréchal Le Pen une tradition catholique assez traditionnaliste qui elle aussi s'inscrit dans une vieille histoire. Je tente de décrire dans mon livre l'influence diffuse de Charles Maurras, qui est le grand ancêtre. Vous dites même que Maurras permet de comprendre les lignes de faille aujourd'hui au sein du nouveau Front National. En quoi? En quoi? Eh bien, parce qu'on a du côté l'héritage maurassien, c'est-à-dire, je rappelle, Charles Maurras, qui était le grand théoricien de la contre-révolution et qui a forgé dans les années 1900 le terme de nationalisme intégral, la version la plus maximaliste du nationalisme français, très anti-républicaine, antisémite. Charles Maurras, en termes de puissance intellectuelle, était sans doute d'ailleurs le seul intellectuel qui a pu avoir droit de citer à l'extrême droite. Et on voit aussi ressurgir contradictoirement à côté du discours républicain, contradictoirement, eh bien on voit Marion Maréchal Le Pen et ceux qui la soutiennent, eh bien revendiquer une tradition. Alors ils vont pas invoquer Maurras, évidemment. Maurras est aujourd'hui un peu, il est difficile de le sortir des enfers, mais il y a quand même une imprégnation maurassienne, cette méfiance instinctive à l'égard des Lumières et des idéaux républicains, une tradition donc
donc très anti-moderne, traditionnaliste. D'ailleurs, on l'a vu au moment de la manif pour tous, où Marion Maréchal Le Pen, tout d'un coup, est devenu un peu l'égérie de ce néo-catholicisme de choc qui voit cohabiter des différences qui sont pas uniquement maurassiennes, assez diffuses, mais avec un élément d'antilibéralisme très présent, et puis une méfiance encore une fois instinctive à l'égard des grands idéaux républicains. Marion Maréchal Le Pen, le soulignait elle-même. D'ailleurs, ce qui nous amène aussi à parler des clivages du Front National sur les sujets sociétaux. On l'a vu au moment de la manif pour tous. D'un côté, Florent Philippot et Marine Le Pen ont décidé de ne pas aller se joindre au cortège, et de l'autre, Marion Maréchal Le Pen, évidemment, y est allée, et il y a eu un petit phénomène comme ça autour d'elle. Sur cette question du mariage pour tous, il y a vraiment en plus une césure au sein du Front National, même s'ils ne le disent pas publiquement. Mais juste, comment ça se fait que du coup le Front National ne souffre pas plus de ces contradictions, n'explose pas sous le poids de ces divergences quelque part? Alors, lorsqu'un parti d'élection en élection progresse, lorsqu'il y a une dynamique positive comme ça qui porte le parti, eh bien on a tendance un peu à mettre sous l'étouffoir les contradictions et les éléments qui pourraient faire voler en éclats cette belle unité à afficher. Après, lorsque le parti régresse et connaît des phases un peu plus difficiles, et bien évidemment ces contradictions réapparaissent. D'ailleurs, on l'a un petit peu vu au moment du Front National de Jean-Marie Le Pen. Je veux dire, il y avait aussi cet élément-là. Il faut voir après, évidemment, en 2017, comment ça se passera et si ces deux tendances Marine ne risquent pas de menacer l'unité du parti. Il faut dire un mot de cette dynamique peut-être, parce que peut-être ce qui manque dans votre livre, je ne sais pas, en tout cas c'était pas le propos peut-être, c'est que ce phénomène Nouveau Front National intervient dans un contexte européen tout à fait bouleversé par précisément l'apparition de partis similaires, on va dire, partout en Europe, et qui n'ont rien à voir par définition avec l'histoire de France. Est-ce qu'il manque pas un élément d'explication là, contextuel, politique présent? Oui, sans doute, c'est vrai que j'aurais pu un peu élargir la comparaison aux autres partis néo-populistes européens, ce que je n'ai pas fait. Ce qui est intéressant, au-delà de leurs divergences, on voit ce qui se passe en Hollande, on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, c'est que finalement, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le plan économique et s'il y a vraiment des vraies divergences programmatiques, ce qui est intéressant, c'est que tous dénoncent l'islam au nom de quoi ? Au nom de la démocratie en danger. C'est ça qui est assez nouveau chez le populisme. C'est-à-dire qu'ils vont invoquer la laïcité, ils vont invoquer les droits de l'homme, le droit des femmes, en réaction à l'islamisme prétendument conquérant. Ça, c'est un élément très nouveau, cette réappropriation de la sémantique républicaine, dirigée contre l'islam, le fondamentalisme islamique, etc. Et ça, c'est ce qui les réunit. Et c'est ça qui fait le historiquement n'a pas non plus d'équivalent. On peut dire si, puisque lorsqu'on regarde le contexte boulangiste, j'en parlais, ils dénoncent évidemment la démocratie confisquée, ils dénoncent la démocratie corrompue, mais ils vont dénoncer le système, entre guillemets, au nom des idéaux républicains. C'est bien ça ce qui semble contradictoire. Donc il y a une sorte de jumelléité, on dit comme ça, Antoine Mercier ? Gémellité. Merci, j'ai jamais réussi à dire ce mot. Entre le Front National, pour vous aujourd'hui, et l'AfD, on parlait de la victoire du parti ce week-end en Mecklembourg-Poméranie occidentale contre la CDU d'Angela Merkel. Est-ce qu'on peut dire que le FN est un parti franco-français dont les ingrédients du succès ne sont liés qu'à un contexte national, où il y a vraiment des bases communes entre tous ces partis aujourd'hui? Je crois que de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen et Florent Philippot regardent tout ce qui se passe en Europe. Regarde la propagande de Geert Wilders en Hollande. Regarde évidemment ce qui se passe en Allemagne. Et puis il y a des rapprochements à l'échelle européenne, au Parlement, etc. Donc évidemment, il y a des flux d'idées, de thématiques. Aujourd'hui, on est dans une Europe où les informations, les idées et les hommes circulent. Donc bien évidemment, il y a des phénomènes de mimétisme assez intéressants. Je pense notamment par rapport au Parti de la Liberté aux Pays-Bas. Marine Le Pen, je pense, s'inspire assez étroitement de la propagande de ce parti-là, notamment, encore une fois, dans sa dénonciation de l'islam, même si, pour le coup, elle va pas encore aussi loin que Geert Wilders. On va tenter de conclure, Grégoire Kaufmann. On a le sentiment donc, à vous lire, d'un logiciel idéologique assez confus du côté du Front National, une combinaison fluctuante, insaisissable et souvent approximative du nouveau FN qui emprunte à de nombreuses traditions idéologiques sans être réductible à aucune. On sent que c'est un peu là les limites de l'exercice pour l'historien aussi, ce qui n'empêche pas de mettre en avant, et c'est ce que vous faites dans cet ouvrage, les ressemblances, les filiations qui peuvent exister entre les différents courants qui ont pu inspirer le nouveau Front National. Je reviens juste sur cette dernière question, les tensions entre partisans d'une normalisation et les autres tenant d'une ligne dure que vous avez évoquée. Pour vous, vont-elles se révéler, peuvent-elles se révéler dans la dureté de la course à la présidentielle? Ça, j'en ai aucune idée, mais peut-être pour comprendre ces tensions aujourd'hui, il faut encore une fois revenir à l'histoire de ce parti, parce que ces tensions, elles ont toujours existé. Comment placer le curseur entre la volonté de se distinguer politiquement, donc d'avoir un discours très anti-système et assez extrémiste, et puis la volonté aussi
de se normaliser, d'intégrer le système, de se dédiaboliser. Je veux dire, entre ces deux pôles contradictoires, eh bien, Marine Le Pen se livre à un exercice d'équilibriste assez compliqué. Merci beaucoup, Grégoire Coffin. Merci Antoine Mercier d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Un grand merci à toute la brigade de la Grande Table.